mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a rendu visite à la doyenne de Bamako. Elle s'appelle Maïmouna Sangaré, âgée de 114 ans. Un geste de solidarité qui rappelle nos valeurs sociétales. Visite du Premier ministre nigérien à Bamako, Ali Mahaman Lamine Zen est porteur des messages du président de la transition du Niger au colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Après le redémarrage de la Comatex SA, les autorités du Mali comptent relancer les activités de production de l'UCOMA à l'arrêt depuis 2010. Le ministre de l'Industrie et du Commerce était sur le site de l'usine à Koulikoro en compagnie du PDG du groupe Tomota. Ce 5 octobre est célébrée la Journée mondiale des enseignants. Un gros plan ce soir sur 2 enseignants modèles. Tous 2 ont dédié leur vie à la transmission du savoir. Un métier regrette-t-il de voir aujourd'hui perdre sa valeur? La formule nous est familière, mais peu d'entre nous respectent l'esprit de cet acte hautement solennel et civique. Vous devinez peut-être le deuil national, souvent décrété à la suite d'une catastrophe ou d'une grande perte à portée nationale, est respecté à géométrie variable. Le sujet dans le viseur de la chronique. Un jour, une formule de ce jeudi. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Le président de la transition a reçu cet après-midi le Premier ministre du Niger, Ali Mahaman Lamine Zen. Il était porteur des messages du général Abdourahmane Tchani au colonel Assimi Goïta. Les 2 personnalités ont évoqué la tenue très prochaine de la grande commission mixte nigéro-malienne ainsi que d'autres sujets d'intérêt commun comme la crise sécuritaire. Nous vous proposons d'écouter l'émissaire nigérien à sa sortie d'audience des propos recueillis par Mamari Koné. J'ai été porteur d'un message du chef de l'État nigérien, le général Tchani, et dès notre arrivée, j'ai été reçu par mon frère et ami Kokala Maïga, Premier ministre. Nous sommes allés directement travailler et revenir rendre compte au chef de l'État du contenu de ce travail. 3 points essentiels. Le premier, nous avons décidé très rapidement de mettre en route tout ce qui doit nous permettre de tenir la grande commission mixte nigéro-malienne de coopération. Le deuxième élément, nous avons partagé nos préoccupations communes qui sont liées au terrorisme qui, vous savez, affecte nos États, avec le soutien de qui vous savez. Là-dessus, nous avons partagé nos expériences, nos engagements et surtout notre détermination commune à faire face à cela. Et le troisième élément, comme vous le savez, il y a des questions d'ordre économique dans le cadre de l'alliance qui vient d'être décidée entre le Mali, le Niger et le Burkina, qui en réalité est là depuis plusieurs années. Et que là-dessus, nous allons donner une forme, en tout cas plus déterminée. Et c'est en cela que nous avons... Comment se porte aujourd'hui le Niger? Le Niger se porte pas mal. Le Niger fait face aux sanctions, comme vous le savez, illégales, illégitimes, inhumaines de la CEDEAO, qui est censée travailler à l'intégration de nos États. Mais quand on voit certains agissements, ils tendent vers la désintégration de nos États. Et là-dessus, évidemment, les Nigériens sont déterminés, je vous dis bien, déterminés à y faire face. Et nous allons y parvenir, Inch'Allah. Et nous restons avec le Premier ministre nigérien qui a été reçu, accueilli par son homologue malien, Dr Shogel Kokala Maïga. Les 2 délégués ont eu une séance de travail au cours de laquelle ils ont exprimé leur désir de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'économie et de l'électricité. Les détails avec Aloussine Touré. C'est aux environs de 12h40 que l'avion de l'État nigérien s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international Modibo Keïta. Accueilli par son homologue Dr Shogel Kokala Maïga, le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen a salué les corps constitués avant de s'entretenir avec son frère Dr Shogel Kokala Maïga au salon VIP de l'aéroport Modibo Keïta.
Ensuite, c'est dans la salle de réunion de la primature que le Premier ministre Zein a fait sa première prise de parole pour remercier le Mali pour tout le soutien apporté à son pays dans la crise qu'il traverse. Reconnaissance du soutien sans ambages de votre grand pays lorsque, de manière illégale, irrégulière et inhumaine, la CEDEAO a décidé de sanctionner notre pays avec des mesures sans précédent. Le Mali a fait deux choses importantes. La première, c'est qu'il a refusé d'appliquer ces mesures inédites. La deuxième, c'est d'exprimer clairement et sans ambages le soutien qu'il apporterait à notre pays lorsque nous serons attaqués. Les Nigériens n'oublieront jamais cela. Le chef de l'État, le général Tchani, me charge de vous réitérer cette reconnaissance, cette gratitude au nom du peuple nigérien. Le Premier ministre nigérien a également fait cas de l'initiative algérienne de médiation et les contre-propositions qui traduisent les conditions du Niger. Il est important aussi de savoir que nous avons reçu de la part de notre voisin algérien des propositions pour prendre part à l'initiative de négociation. Il est prévu, semble-t-il, une mission pour voir qu'est-ce que l'Algérie peut proposer. Mais nous avons été très clairs que pour que nous acceptions une initiative venant de ce pays voisin et frère, il faudrait que trois choses importantes soient observées. La première, on a besoin, et il faut le remercier, que l'Algérie réaffirme sa position d'éviter que la CEDEAO ou tout autre pays fasse usage de la force contre notre pays. L'Algérie l'a dit, qu'il en soit remercié. La deuxième chose, c'est, et ça on le leur a dit aussi, que l'Algérie s'est toujours battue pour son indépendance, pour sa souveraineté. Nous voudrions voir ce pays très clairement, sans embâche, sans aucun doute, sans nuage, soutenir notre pays dans le choix qu'il a fait d'inscrire son action dans l'affirmation de sa souveraineté. Quant à la coopération proprement dite entre nos deux pays, elle va s'articuler sur les questions de sécurité, d'économie et les échanges d'expériences. Ce sont les projets de développement communs qui pourront être développés, mais je peux déjà en parler, puisque dans le cadre du Lutako-Gourma, et l'accord qui a fait l'objet de formalisation récemment a prévu évidemment des questions liées à la défense mutuelle, mais il ira au-delà de ça, contrairement à ce que les gens pensent, puisque c'est peut-être la défense, c'est sûr que c'est le postulat, mais nos peuples, nos dirigeants aspirent à travailler avec ce que Dieu nous a donné. Nous pourrions, avec ce que nous avons dans cette zone-là, Inch'Allah, nous affranchir de tout. Le Premier ministre, Dr Shogel Kokala Maïga, a réaffirmé la volonté pleine et entière du peuple et du gouvernement malien de tout mettre en œuvre pour donner à la partie nigérienne les informations les plus utiles pour gérer la crise qui tenaille le pays. Vous dire que nous sommes disposés aujourd'hui à faire en sorte, comme je l'ai dit tantôt, que votre mission retourne avec une valise remplie d'informations utiles pour vous permettre à cette phase critique de traverser avec succès tout le champ de mines que certaines forces hostiles à vous et à l'Afrique d'une façon générale ont installé. Je voudrais prier et vous demander de prier avec moi pour la mémoire de tous nos hommes qui sont tombés chez vous et chez nous. Récemment, j'ai vu le parade de Kandadi, comment les ennemis du Niger ont voulu saboter, et beaucoup de vaillants soldats ont donné leur vie pour protéger cet ouvrage. Chez nous, on est dans la même situation difficile. Les deux ministres auront le temps d'en parler, autant que faire se peut, que tous ceux qui ont perdu leur vie pendant cette lutte contre le terrorisme
Faisons en sorte qu'on ne les oublie jamais. Pour accélérer tout cela, le Premier ministre nigérien a souhaité la tenue dans les meilleurs délais de la grande commission mixte Mali-Niger, occasion de préciser davantage les grands axes de coopération entre nos deux pays. Et le Premier ministre du Niger a quitté Bamako en début de soirée. Il a été raccompagné par son homologue malien, Dr Shogel Kokala Maïga, que vous voyez sur ces images. Je vous rappelle que Ali Mahaman Lamine Zeine était dans la capitale malienne pour une visite d'amitié et de travail de quelques heures. Il a eu une séance de travail avec Dr Shogel Kokala Maïga avant d'être reçu par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Cette visite a permis de donner un coup d'accélérateur à la coopération entre le Mali et le Niger sous le leadership des deux chefs d'État. Ce jeudi 5 octobre, les FAMA, dans leur progression, ont fait face à un rideau défensif des terroristes avec des tranchées à 10 km environ au sud de Anefis. Ce rideau défensif a été brisé au cours des opérations aéroterrestres avec la destruction de plusieurs pick-up et un bilan humain très important côté terroriste. Le chef d'état-major des armées rassure les populations que les forces armées maliennes, fidèles à leur mission régalienne, mèneront à bien ce noble devoir de reprise de toutes les emprises initialement aux mains des forces onusiennes. Conscientes de cette lourde et exaltante tâche, les FAMA ne ménageront aucun effort pour le rétablissement de la sécurité et de la paix tant recherchée par le peuple malien. Unis, nous vaincrons. Et ce communiqué de l'état-major général des armées, le chef d'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que des fausses informations circulent sur les réseaux sociaux à propos des FAMA. Il n'est nullement question de repli tactique ni de perte en vies humaines. Le chef d'état-major général des armées appelle à plus de vigilance face à la désinformation à travers les fake news. Unis, nous vaincrons. Et dans le même registre, l'armée malienne est engagée dans une opération de maillage sécuritaire de l'ensemble du territoire national depuis le début du processus de retrait de la MINUSMA. Les forces armées maliennes s'installent dans les emprises cédées par la force onusienne aux grandes dames des groupes armés terroristes désemparés, acculés dans leur dernier retranchement. Ces ennemis de la paix, avec leurs complices, se disent victimes. On en sait davantage avec Abdoulaye Sako. Imaginez qu'on tente d'empêcher un chef de famille de pouvoir manger ou de se reposer dans certaines parties de sa propre maison. Et quand ce dernier veut sécuriser sa cour afin d'empêcher les bandits, voleurs et malfaiteurs de tout genre d'y accéder, certains membres de la famille en complicité avec ces individus trouvent cela pas normal, étonnant, incongru ou inconcevable avec la raison. N'est-ce pas que les mots vous manquent pour décrire une telle situation? Pourtant, c'est ce que certains groupes armés terroristes avec leurs complices tentent de faire aux forces armées maliennes depuis qu'elles ont lancé une offensive d'envergure. Les FAMA ne font que s'installer aux quatre coins du pays pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et la surveillance des frontières. Curieusement, les actions entreprises aujourd'hui par elles pour réaliser le maillage sécuritaire du territoire national sont présentées dans certains milieux comme étant une agression envers des groupes armés signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Le narratif est toujours orienté en présentant les autorités maliennes comme des vates en guerre qui veulent coûte que coûte en découdre avec les tenants des bastions des groupes armés, Sapristi ou Kabako en Bamanankan. Et pourtant, c'est le Mali qui a demandé le retrait sans délai de la MINUSMA de son territoire national, une décision actée par le Conseil de sécurité à travers la résolution 2690. Depuis le début de ce processus de retrait en juillet 2023, l'armée malienne a entamé le processus d'occupation des emprises jadis utilisées par la force onusienne. Ainsi, les camps d'Ogosagou, Gundam, Ber et Menaka sont passés aux mains des FAMA. C'est là où le bas blesse. Les groupes armés terroristes et leurs complices en panique mettent tout en œuvre pour empêcher cette progression.
intoxication de mentalité à travers certains médias et pose danger explosif et improvisé. Juste mardi dernier, les FAMA ont repoussé 3 attaques terroristes entre Tombouctou et Ber, Gao et Anéfis et entre Gomakroa et Nampala. Qu'on ne se trompe, cette marche altière des forces armées et de sécurité du Mali se poursuivra jusqu'à l'objectif final advienne que pourra, car les hommes se battront jusqu'au dernier souffle pour défendre l'intégrité du Mali, rassure le chef d'état-major général des armées. Le Mali est un et indivisible. Force à nos femmes, comme annoncé dans les titres, les autorités de la transition ont inscrit dans leurs priorités l'industrialisation et la transformation de nos produits locaux sur place. Dans cet élan, après le redémarrage de la Comatex SA, elles ont à cœur la relance des activités de production de l'UCOMA à l'arrêt depuis 2010. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, était sur le site de l'usine en compagnie du PDG du groupe Tomota. Avec la synergie d'action, l'UCOMA pourrait repartir de plus belle. Le point avec Boubacar Sissoko. Les autorités de la transition sont dans la dynamique de relancer les activités de production de l'UCOMA de Koulikoro, ce qui a motivé la visite du ministre de l'Industrie et du Commerce sur les installations de l'usine. L'UCOMA était considéré comme le poumon économique de la deuxième région. Son arrêt est comme une asphyxie. Le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a inscrit la problématique de l'UCOMA dans les préoccupations du gouvernement. Je dois rappeler aussi que la réhabilitation de l'UCOMA fait partie aussi des recommandations des assises nationales de la refondation. Donc, venir aujourd'hui à l'UCOMA échanger avec le président Tomota, dont je voulais vraiment présenter tous mes remerciements et exprimer ma gratitude pour sa disponibilité, et s'inscrit dans un schéma de réhabilitation de l'UCOMA. Cette première étape consiste à se rendre à l'évidence de la situation pour ensuite dresser un plan de relance proprement dit. Je pense très honnêtement qu'il y a de belles perspectives pour nous, pour réhabiliter vraiment l'UCOMA, qui va jouer un rôle à la fois sur l'économie locale, mais aussi sur l'économie nationale, avec la qualité des produits qui étaient produits ici, parce que l'UCOMA est une référence, c'est un symbole. Le ministre, le PDG du groupe Tomota et l'ensemble de la délégation sont passés dans les coins et recoins de l'industrie. L'espoir demeure tout de même pour la réouverture de l'usine. Nous avons attendu presque 12 ans, 13 ans pour avoir un ministre à qui on veut parler. Et quand il est venu, je crois qu'il a commencé il n'y a pas 2-3 mois. La première des choses, c'était de s'occuper comment relancer les industries du pays. l'UCOMA, c'est aussi la santé publique. Pour moi, c'est l'élément essentiel. Autant Koulikoro sera heureux d'accueillir l'usine qui marche, autant tous les consommateurs d'huile vont manger de l'huile tranquillement. L'huile de coton mal fait, c'est la chose la plus grave que l'homme peut avoir. Aujourd'hui, si l'UCOMA marche, que je ne dépasse pas 1 franc, ce n'est pas ça mon problème. L'espoir pour moi est là. La séance de travail a permis au ministre Diallo de recenser les difficultés qui ont contribué à l'arrêt de l'UCOMA en août 2010. Il s'agissait aussi de dégager des perspectives pour une relance durable de l'UCOMA à Koulikoro. L'actualité, c'est aussi la journée mondiale de l'enseignant célébrée ce 5 octobre pour honorer leur rôle essentiel dans la formation des esprits et la construction de l'avenir. Les syndicats de l'éducation nationale et les acteurs du secteur se concertent à Bamako. Objectif, offrir un aperçu unique des enjeux actuels de l'éducation pour booster le secteur au Mali. Agibou Koulibaly nous en dit plus. Au cœur de cette conférence débat l'engagement en faveur de l'avenir de l'éducation. Les syndicats de l'éducation nationale sont déterminés à collaborer avec les autorités scolaires, les écoles et les parents pour garantir une éducation de qualité pour tous les élèves. Ils reconnaissent que les enseignants sont au cœur de ce processus et méritent un soutien inébranlable. Nous nous sommes dit qu'il était bon pour les enseignants du Mali de s'organiser, fêter la journée et interpeller les autorités pour que la journée soit inscrite comme toutes les autres journées dans les fêtes au Mali. C'est une manière de discuter, de partager entre nous, entre les doyens et les experts sur la question de la pénurie d'enseignants au Mali. Nous sommes dit qu'il est important qu'on interroge, qu'on pose l'interrogation, qu'on réfléchisse et qu'on interpelle le gouvernement par rapport au recrutement. Parce que ça fait quand même 2-3 ans, il n'y a pas eu de recrutement d'enseignants au Mali. Cette tribune a permis au ministre de l'Éducation nationale de mettre en lumière l'importance cruciale de l'éducation dans notre société. C'est un message de solidarité
tout ce que les enseignants revendiquent en matière d'amélioration de leur cadre de travail, de leurs conditions de travail. Donc, tout ça est pris déjà en compte. Je leur ai parlé des chantiers qui sont ouverts, des travaux qui sont lancés pour certains et d'autres en voie de l'être. Tout ça participe de cette amélioration. Nous y sommes et cela va se faire. Au cours de cette journée dédiée aux enseignants, les représentants syndicaux ont indiqué que des solutions innovantes et équitables sont possibles pour relever les défis actuels. Ensemble, ils travaillent à façonner un avenir où chaque élève a la possibilité de s'épanouir grâce à une éducation de qualité. Et toujours dans le cadre de cette journée mondiale qui a pour but de sensibiliser sur l'importance et sur le rôle des enseignants dans le système éducatif, focus ce soir sur 2 enseignants modèles. Tous 2 à la retraite, ils ont dédié leur vie à la transmission du savoir, un métier qu'ils regrettent de voir aujourd'hui perdre sa valeur. Moussa Papa Aïdara et Toumani Diabati sont allés à leur rencontre. Pour ceux qui le connaissent, ils constateront quelques rides sur son visage, des cheveux blancs qui n'entament en rien sa rigueur et sa détermination. C'est bien M. Guindo, 75 ans. Son passage à l'école de la République du Mali marque encore les esprits. Seul son nom fait trembler ses anciens élèves. C'était bien évidemment en fait une terreur, une crainte effectivement d'être dans sa classe. M. Guindo, dans sa classe, le bonjour c'était des leçons. Chaque jour, effectivement, quand on faisait une nouvelle leçon, le lendemain, en fait, pour lui dire bonjour, il fallait réciter la leçon. Et quand vous dites M. Guindo, c'est la chair de poule. J'ai la chair de poule. Pour la petite histoire, quand on disait Guindo, nous, on souhaitait toujours, beaucoup de gens souhaitaient sa mort, et d'autres souhaitaient même leur propre mort, tellement qu'il était sévère. Mais avec le recul, on se rend compte que cette sévérité n'était autre que l'expression de l'amour qu'il portait envers les enfants, pour notre réussite, pour notre bonheur. Ah non, mais un élève là, comment ça veut dire que tu peux me voir maintenant en vie et le matin maintenant tu viens, tu te prends devant moi sans prendre ta leçon, mais tu ne viens pas, tu ne viens pas. Tu dis, ah j'ai vu M. Guido hier, moi je ne peux pas manger, tu restes à la maison. Mais quand tu viens, je t'interroge. Si tu n'arrives pas maintenant à répondre, ah là, moi, je tiens à faire avec moi. L'école de la République du Mali, vieille de 118 ans, est l'un des premiers établissements qui a vu passer plusieurs cadres de ce pays. C'est ici que M. Guindo nous amène afin de monter dans la machine à remonter le temps. Nous sommes en 1978. Ici maintenant, ma classe de 6e année, j'ai fait à peu près maintenant 15 ans, j'ai enseigné maintenant dans cette classe-là, de 6e année. À la retraite depuis 2008, oubliant qu'il n'est plus le maître des lieux, il enfile vite sa casquette d'enseignant. Tu te prépares? Ouais, égal. Moi, un bon enseignant, c'est un enseignant qui est venu par conviction, qui est venu maintenant par vocation et qui suit exactement maintenant les règles maintenant pédagogiques. Voilà, il n'est pas venu maintenant pour l'argent, hein. Un enseignant n'est pas fait pour être riche. Justement, facilement Bagayogo, ce sexagénaire aussi à la retraite reste encore attaché à sa passion, l'enseignement. Le poids de l'âge ne l'empêche pas de faire la ronde dans son ancien établissement pour reprendre la craie. Un sentiment de satisfaction, sinon il y a longtemps que j'ai laissé la craie, depuis 2011. Mais néanmoins, on ne se sépare pas de l'habitude. Le matin, je quitte chez moi maintenant à 6h. À 6h, hein, je viens à l'école. Je dois même réveiller maintenant le gardien. Va ouvrir maintenant le portail, je rentre dans mon bureau. Et aussitôt maintenant, je viens préparer maintenant des leçons. C'est-à-dire, je vais préparer maintenant des leçons pour les élèves qui viennent maintenant à 7h. Voilà. Et on commence maintenant le cours. Ça, c'était ma vie. C'est à midi que moi je compte maintenant à donner une maîtrise. Le sérieux et la discipline se conjuguaient avec tous les enseignants. Condition sine qua non pour être aussi un élève modèle. Il n'y a pas de retard. Quand tu viens à la porte fermée, non, il faut rester à la maison. Ça c'est fini. Tu ne peux plus venir. Voilà. Pour la petite histoire, les enfants maintenant du lycée Sekouli sont venus à l'arrêt, ils ont trouvé que la porte fermée, sont retournés. Et ce sont chefs de cabinet, s'ils m'ont connaît, j'ai venu maintenant avec eux. Dans la porte maintenant, moi je dis c'est qui? La soirée, je suis le chef de cabinet. Pour les enfants, le chef de cabinet. J'ai frappé maintenant un des enfants de Sekouli.
Tu n'as pas vu de la poste venue? Pourquoi vous venez encore? C'est fini, hein, monsieur le chef de cabinet là. C'est terminé, les gens là, et bien ils connaissent très bien. Le cas de tourner. Depuis qu'ils sont partis maintenant voir le ministre même a tapé sur le chef de cabinet. Pourquoi tu es parti avec les enfants? Tu crois que M. Guindo, il a une discipline très rigoureuse. Quand il dit maintenant 7h, c'est 7h. Quand il est en retard, non, même si tu es le président, il ne trouve pas la classe. Donc on ne pouvait pas fauter sans inconvénients. Mais actuellement, ce suivi n'est pas ça. Il n'y a plus de rigueur. Le taux de réussite des élèves dépend en grande partie aussi des cours dispensés. Un métier noble qui s'apparente aujourd'hui au commerce, selon les dévanciers. On doit se lever un bon matin pour dire que je suis enseignant. Non, ça, c'est pas possible. Yeah. Bon, et les femmes maintenant, elles ont toutes maintenant leur babyglace, leur gimbéré, etc. On fait maintenant le tour des classes. Et si jamais un élève ne paye pas à Tourachou, et tant que maintenant ça soit fini, le cours ne commence pas. Même le directeur, il va. Non, mais c'est incroyable. Le métier d'enseignant bat de l'aile au Mali. Le coût de la vie prend le pas sur la profession et la vocation redouble de classe. Non, ce n'est plus une vocation. Ce n'est plus une vocation. Les enseignants même disent que le déplacement, quand je loge derrière le fleuve, s'il faut que je vienne ici, à la rive gauche, le problème se situe, le déplacement. Maintenant, ce n'est pas la vocation, hein. L'argent, on a mis l'argent en priorité. Le problème crucial ce mois, c'est le manque d'enseignants. Je suis avec 6 classes et dans ces 6 classes, je n'ai que 3 enseignants. On faisait 3 mois sans salaire, mais n'empêche, on travaillait. J'ai même eu à Sumpi de confectionner des briques pour faire des tables bancs afin d'occuper les enfants et les faire travailler. Mais actuellement, si les gens parlent d'arrêt de travail sans salaire, c'est le moment qu'il a voulu. Pas de retraite pour M. Guindo. Pour ne pas briser la glace de transmission du savoir, il s'est donné comme activité la formation des jeunes enseignants. Son credo, expliquer la méthodologie des matières aux instituteurs. Le suivi d'évaluation maintenant des maîtres. Voilà, pour voir maintenant si réellement, ce que j'ai dit maintenant, si ça a été compris ou pas. J'apprends beaucoup de choses, surtout la pédagogie. Ça me permet de réussir le cours que je dispense aux enfants. Quotidiennement, il est avec nous pour nous prodiguer donc, de ces sages conseils. C'est un pilier de l'éducation. La profession doit être prise au sérieux pour l'amélioration du niveau des apprenants. Conviction de nos enseignants modèles. Il faut les sensibiliser et leur montrer, leur faire valoir la valeur de l'enseignant. Les enseignants sont à l'origine du succès de bon nombre de cadres. Mais hélas, ils sont le plus souvent dans l'oubliette. Ces gardiens du savoir ne doivent pas se sentir progressivement inutiles au point de se donner une mauvaise note sur leur carrière. Voilà, et ce communiqué, le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que dans le cadre de la session ordinaire d'octobre 2023 en cours, une séance plénière se tiendra le lundi 9 octobre 2023 et jour suivant. L'ordre du jour porte sur les points suivants. 1. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2023-25 PTRM du 29 septembre 2023 autorisant la ratification de la charte du Liptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel, AES, signée à Bamako le 16 septembre 2023 entre le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger. 2. Examen du projet de budget 2024 du Conseil national de transition. 3. Communication. Les travaux débuteront à partir de 9h dans la salle Djeli-Baba Sissoko au Centre international de conférence de Bamako dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès à la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé. Le président du Conseil national de transition sait compter sur la bonne compréhension de tous.
politique suite au communiqué du gouvernement relatif au report de l'élection présidentielle. Pour des raisons techniques, l'autorité indépendante de gestion des élections EGE a tenu un point de presse. Objectif, donner sa position par rapport à cette décision du gouvernement à apporter des éclaircissements sur certains points concernant l'EGE. Pour plus de précision, écoutons cette déclaration lue ici par le président de l'EGE, Maître Moustapha Cissé. Il est au micro de Boubacar Bablé Touré. Dûment informé du réaménagement par le gouvernement, du calendrier électoral et du report du scrutin présidentiel en particulier, l'autorité indépendante de gestion des élections profite du présent point de presse pour apporter certaines précisions en ce qui concerne le léger report de l'élection présidentielle. Du point de vue de l'EGE, le réaménagement du calendrier électoral, y compris le léger report du scrutin présidentiel, s'inscrit parfaitement dans les prérogatives légales des plus hautes autorités du pays, engagées dans un chronogramme global de réformes politiques et institutionnelles en vue du retour de notre pays à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Je rappelle ici que le calendrier électoral initial de la transition a précédé sa création. Qu'au regard de la loi électorale, l'EGE n'a pas de compétence générale à intervenir formellement dans la fixation de la date des élections. En ce qui concerne les contraintes techniques, celles relatives à la prise en compte des résultats de la révision annuelle des listes électorales dans le fichier électoral à partir de janvier 2024. Cette contrainte, bien sûr, interpelle directement l'EGE, qui en assure la pleine responsabilité. Conformément à la pratique en vigueur depuis 2002, avec l'informatisation des listes électorales, la clôture des opérations de révision annuelle des listes électorales le 31 décembre 2023 coïncide avec le début des opérations de mise à jour du fichier électoral par l'autorité indépendante de gestion des élections. Je retiens en définitive que le léger report de l'élection du président de la République doit être compris dans l'esprit d'une démarche commune avec le gouvernement, les partis politiques et la société civile d'imprimer au scrutin de fin de la transition le label d'élection transparente, crédible, inclusive et apaisée pour le bien de notre pays. Je rassure l'opinion nationale et l'ensemble des acteurs du processus électoral de sa détermination à œuvrer en toute indépendance et en toute impartialité à la bonne tenue de toutes les élections à venir, dont celle spécifique de l'élection du président de la République. Et ce communiqué parvenu à notre rédaction, le réseau national de la jeunesse du Mali, RENAGEM, le mouvement uni pour le Mali, Anko Fasoko, la convention pour l'émergence du Mali, Faso Djoton, la plateforme Mali Tabolokura, tous saluent la décision du gouvernement de reporter l'organisation de l'élection présidentielle. Et je vous le disais, dans les titres Mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, s'est rendu ce jeudi après-midi chez la doyenne de Bamako à Nyomi-Rambougou, en commune 3. Elle s'appelle Maïmouna Sangaré, âgée, tenez-vous bien, de 114 ans. Le président de la transition lui a offert 1 million de francs CFA, un bélier et d'autres cadeaux en nature. La doyenne a fait des bénédictions pour le Mali. Le reportage de Sira Batili.
l'honneur de faire le bonheur des autres. Un mois d'activité au profit des couches défavorisées pour plus d'actions humanitaires. Et c'est le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui donne le ton. Visite de courtoisie et de rappel de nos valeurs sociétales chez la doyenne de Bamako. Elle se nomme Maïmouna Sangaré, domiciliée à Nyom-Yirambougou en commune 3. À 114 ans, ce n'est plus la grande forme, mais la doyenne de Bamako tient le bon bout et garde encore sa lucidité. Alaka ubesara alaka na umalo alaka na uda malo bangama alaka mbela jigitigu alaka na jigitigu da kelema alaka ta ko jumandama na mita alaka kumanyimando anda kono ala ni chibaka ma me odwa ukwae alaka ngisi sitan toroma kangisi furauna toroma. Mère de 11 enfants, dont 4 vivants, Maïmouna Sangaré a 13 petits-fils et plusieurs arrière-petits-fils. La ménagère a toujours exercé le petit commerce jusqu'à sa vieillesse. Elle est à sa 9e édition du mois de la solidarité. Le président de la transition lui a offert un bélier, une enveloppe d'1 million de francs CFA et plusieurs autres cadeaux en nature. Mawamada ko bibeke alaka baraka dola ya rabbi alaka shi dale rema alaka hinawla alaka hinawsula alaka baraka do ashimuna alaka baraka dola alaka kisi jugu masibama alaka kisi fade jugu masibama ka kisi sigi jongo jugu masibama alani chiba kama makani madina baraka alkaba baraka ayen bunya alaka bunya ayen karama alaka karama asemu koita enula asemu koita dana mo koita mama kwache be para nyonga asemu nyongontala nenula koita enula koita makalude dana mo Pour cette 28e édition, le département en charge de la santé et du développement social et les différents partenaires ont choisi comme thème la solidarité au service de la paix et de la stabilité et du développement dans le Mali courroie. La visite aux personnes âgées a tout son sens. C'est une culture qui est là, qui est malienne, c'est-à-dire aider les personnes âgées, leur faire honneur pour tout ce qu'ils ont eu à faire pour ce pays et les remercier de faire encore des bénédictions pour les pays, pour les enfants du pays et pour le Mali. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, président de tous les Maliens, a donné l'exemple et a donné le ton. Donc on exhorte tous les Maliens à lui emboîter le pas pendant ce mois et à faire le même exercice. Un rappel donc de la conscience nationale, la nécessité pour chacun de se sentir concerné par le mieux-être de son prochain. Les populations des quartiers environnants de Nyom-Yirambougou sont venues dire merci au président de la transition et lui ont notifié leur soutien face à la situation que traverse le pays. Sur un autre plan, la Société d'anesthésie, réanimation et de médecine d'urgence du Mali a tenu son 6e congrès général mercredi dernier. Une association scientifique créée dans le but de servir de forum de rencontre, d'échange et de formation entre les acteurs du domaine. La rencontre se tient sous le thème « Réduction de la mortalité materno-fœtale ». Reportage Mohamed Sankari. Après 2019, les acteurs de l'anesthésie, de la réanimation et de la médecine d'urgence du Mali se retrouvent pour la 6e fois à Bamako. Une occasion d'échange pour les membres de la Société d'anesthésie, réanimation et de la médecine d'urgence du Mali, SARMI Mali. Le défi majeur à relever pour l'édition 2023 est la réduction de la mortalité materno-fœtale. L'anesthésie-réanimation étant une discipline transversale, nous prenons part à ce combat aux côtés de nos amis gynécologues obstétriciens et des pédiatres néonatologistes. Cette place a été reconnue par les administrateurs des SONU au plus haut niveau. C'est ainsi que nous évoluons désormais aux côtés de l'ONASR et de Intra-Health International
pour la réussite de ce combat. Cette rencontre est un espace du donner et du recevoir. Durant des jours, les participants vont développer des sous-thèmes tels que la sécurité en anesthésie obstétricale, l'urgence traumatique, la prise en charge de la douleur post-opératoire. Toutes choses qui permettront d'adopter une stratégie pour lutter efficacement contre ces problèmes. Les chiffres de la mortalité maternelle du Mali sont 325 pour 100 000 naissances vivantes. La mortalité néonatale 33 pour 100 000 naissances vivantes. Ces chiffres sont éloquents et nous interpellent tous. Les plus hautes autorités du pays ont pris le problème à bras-le-corps pour essayer d'infléchir ce taux. Il est opportun de jeter les bases de développement de la médecine pré-hospitalière au Mali. Et c'est ainsi que j'invite tous les praticiens, les sociétés savantes, les ordres professionnels à œuvrer bien entendu et à nous aider bien entendu dans les réformes entamées par le ministère de la Santé. Les voies et moyens à emprunter pour lutter contre la mortalité materno-fœtale ont été présentés par le professeur Ibrahim Tekete. Une visite guidée des produits et matériels des porteurs de la blouse blanche a mis fin aux activités de la première journée du congrès de la SARMI Mali. Le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires du Mali, Refamp Mali, valide son plan quinquennal 2023-2027. Le document, une fois validé, permettra de prendre en compte les besoins des femmes avec la crise multidimensionnelle au Mali. Plus de précisions avec Khadija Toukone. Avec une vision pour l'équité genre, le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires du Mali, Refamp Mali, entend jeter de nouvelles bases pour faire face à la mutation dans certains domaines qui touchent essentiellement les femmes. Il s'agit des problèmes liés à l'éducation, à la santé, au VBG, à l'autonomisation des femmes, entre autres. C'est pourquoi les membres du réseau se réunissent pour la validation de son plan stratégique quinquennal 2023-2027. Le Refamp Mali s'intéressait particulièrement aux questions de population et de développement, au plan d'action issu des conférences des Nations Unies, ainsi que le positionnement politique des femmes et leur participation à la prise de décision. De cette vision, le réseau s'est donné une mission, c'est définir des objectifs à atteindre à travers 8 axes principaux, des activités, un plan de suivi et évaluation pour les 5 prochaines années et bien sûr un plan de communication. Depuis 27 ans, le Refamp Mali a grandi et progressé. Son objectif principal reste le même, à savoir aider les femmes et lutter contre la pauvreté sans distinction de race, de communauté, de religion. Avec la crise multidimensionnelle que traverse notre pays, le Refamp Mali, à travers ce plan stratégique, prend en compte les attentes et les besoins de ses bénéficiaires. Le Refamp vise à être une organisation régionale, représentative et pérenne, capable d'influencer les politiques, les lois et les programmes relatifs à l'équité et à l'égalité de genre et de contribuer à l'émergence d'une société plus juste et respectueuse des droits humains dans un environnement de paix et de développement durable. Le document final, dans les jours à venir, sera diffusé au niveau national, régional et international. Par cet acte, les femmes du réseau veulent booster les plaidoyers, les lobbyings et développer de nouveaux partenariats. Et nous restons avec les femmes. La problématique de financement des activités et la mévente des produits, voilà entre autres des difficultés auxquelles les femmes artisanes sont confrontées. L'information a été donnée lors de la visite du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille à la Maison de la Femme. L'objectif visé est d'échanger avec ces femmes pour l'amélioration de leurs conditions de travail, nous dit Inaba. Après la rive droite, le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille effectue le même exercice chez les femmes artisanes de la rive gauche. Constat, ces femmes sont victimes de la concurrence déloyale. À cela s'ajoute la problématique de financement, l'écoulement des produits, la rareté de la matière première. Les doléances sont nombreuses. Nous produisons, nous sommes dans nos entreprises, nous sommes dans les ateliers. Les produits sont peu connus par le public malien. Et donc, c'est pour voir vraiment un espace aujourd'hui où on peut exposer les produits. Comme par exemple, nous sommes au mois d'octobre. Ça, c'est le mois de la solidarité. C'est d'organiser au moins une journée ou 2 jours de vente de produits locaux ici au Mali.
Donc il faut s'atteler aussi à la formation aujourd'hui des femmes artisanes à ce niveau. Donc dans ce domaine, vraiment, nous voulons que la formation professionnelle soit prise en compte quelque part pour que nous puissions quand même bénéficier de la formation professionnelle. Regroupées en association, les femmes artisanes veulent avoir des partenaires pour booster leur activité. Consciente que le développement du pays commence par le développement local, Dr Coulibaly Mariam Maïga ne cesse de développer des stratégies pour l'autonomisation de la femme malienne. La première stratégie déjà, c'est d'échanger avec les femmes. Donc ce n'est pas pour rien qu'on a instauré ces cadres-là et qu'on veut pérenniser, parce que nous estimons que c'est en échangeant que nous décelons les vrais problèmes. Et en les décelant, nous pouvons trouver des solutions idoines. Mais au-delà de ça, on l'a dit, il faut aller vers les marchés, il faut aller vers les foires. Donc nous pensons déjà initier un premier salon au cours duquel les femmes vont venir exposer leurs produits. Et la population aura la possibilité de les apprécier à leur juste valeur, mais aussi de savoir où trouver ces femmes-là en cas de besoin. Auparavant, le ministre avait rendu une visite aux couturières et les femmes qui pratiquent l'artisanat touareg au siège de la Maison des artisans de la commune 4. Actualité de la Cité des Rails, lancement ce jeudi 5 octobre de la 2e édition du Salon de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes de Caille. L'événement qui se poursuit jusqu'au 8 octobre permettra aux jeunes et femmes entrepreneurs de la région de faire valoir leur savoir-faire pour un accès plus facile au financement. Balkissa Sadibou, Chérif Aïdara. Formaliser et mieux structurer l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes afin de leur faciliter l'accès au financement des banques et autres établissements financiers, c'est le thème de cette 2e édition du Salon de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes de Caille. Être entrepreneur n'est pas chose difficile, mais avoir un financement est une réalité. D'où la thématique principale de cette année. Au cours de 5 jours à venir, vous serez en face des spécialistes des finances, des entrepreneurs aguerris partageront avec vous leur expérience et qui les voient et moins pour accéder au financement des banques et autres établissements financiers. Il nous est impossible, en tant que l'Union des caisses Niako, de rester en marge d'un tel événement qui contribue largement à l'inclusion financière et ce qui concorde, c'est-à-dire de manière très parfaite, avec notre feuille de route stratégique. Ce salon est une grande occasion pour les structures financières. Nous en profitons maintenant pour exposer nos produits afin d'aider les entrepreneurs à bien réussir leurs tâches. Le représentant du gouverneur de la région de Caille trouve salutaire cette initiative du Réseau national des jeunes et femmes chefs d'entreprise du Mali. Les images que nous avons vues ici sont édifiantes. Parce que d'abord, nous avons compris que dans notre pays, on a tout pour produire. Nous avons d'énormes potentialités en eau et en terre et il est bon qu'on s'investisse. Au programme des 4 jours du salon, des expositions, des conférences, des panels, success stories et rencontres d'affaires pour permettre aux participants de tisser des relations et d'accéder plus facilement au financement en vue de fructifier leurs affaires. Les fidèles musulmans de la Tidjania, sous la houlette du guide hamaliste Mohamed Ould Cheikhne Aïdara d'Ibouye, ont célébré le Mawloud, l'anniversaire du baptême du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. C'était à la Zavia de la localité sous la présidence du gouverneur de la région, Moussa Diakité. Ils étaient plusieurs centaines de fidèles musulmans venus de tous les coins du Mali et des pays voisins à braver la chaleur ce mercredi 4 octobre pour cette grande rencontre annuelle religieuse appelée Ismou Nabiou ou fête anniversaire du baptême du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Les Amalis sous la houlette de leur maître Mohamed Ould Cheikhne Aïdara d'Ibouye ont profité de cette célébration pour inviter les musulmans du Mali et d'ailleurs à la tolérance, à l'entente et à la solidarité telle qu'enseignée par Cheikh Amaoula, guide spirituel du amalisme. Je prie le Tout-Puissant Allah que tous ceux qui ont fait le déplacement, que le bon Dieu les accorde un bon retour. Coup de chapeau aux forces de défense et de sécurité. Je profite de l'occasion pour souhaiter un plein succès à nos forces de défense et de sécurité. Prier le Tout-Puissant Allah pour que le bon Dieu les assiste et les protège. Ils ont multiplié les séances de lecture du Coran et invité les fils et filles du pays à la paix, à la réconciliation et au vivre ensemble.
notre participation à cette fête est surtout pour témoigner à ces fidèles musulmans le souhait de bienvenue dans la région de Nioro, et nous leur demandons de saisir cette occasion pour toujours prier pour le Grand Mali et prier pour son président, le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, qui aujourd'hui mène un combat pour la liberté, l'indépendance et la souveraineté du Mali, mais aussi mène un combat pour la sécurité des populations du Mali et de leurs biens. Dans la même veine, à Djenné, les fidèles musulmans, lors des festivités, ont invoqué le miséricordieux et prié pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Le récit avec nos envoyés spéciaux Aridjou Matina et Alou Bekone. Les festivités du Mawlud constituent un véritable moment de recueillement, de ferveur religieuse, de bénédiction et de communion à Djenné. Djenné, Mawludu est un fête badé. Mawludu est fête jamana konode, mais bolo fa bi Djenata kan. Parce que Djenata est korole. Sans kono nyanege sabade bi Djenaka obo. Depuis là où walu. Djenaka est beka djeka fête minke a folo wel Mawludi. Comme lors de chaque Mawlud, notamment la célébration du baptême, ce sont les familles maraboutiques qui annoncent les couleurs. Mawludu anyanege bi damina an fe kamini kalo jora. Nya suusu ami Mawludu nyanama ami alakira nyanama dugu bebi kafu dugu ba nyanama bebi nusa jana foka na se bangisuma ni bagusu na se foka da se baptême dongoro dobi fara nyanage kan kata foka ta se denguni doma o kuma am soro ka kunche an fe anjene ma ba kunche do bi ke adama de do bi ke dunowi do bi ke nabawi do bi ke islam do bi ke jamana yere kerkere ma khaswatan. S'agissant du grand rassemblement, il se déroule au pied de la légendaire mosquée de Djenné. Le regroupement de grandes portées religieuses est ainsi mis à profit par les érudits de la ville de Djenné pour renouveler les intentions, puis prier et faire des bénédictions. Donc on va y aller Mawludu ni femba de do. Donc famille yina irana alaka sanverata irana. Mao makamina ko yemi ni ya doa ke abijabi. Nous souhaitons également que les bénédictions formulées et les implorations par la communauté musulmane de Djenné et d'ailleurs puissent pacifier le Mali, fortifier notre unité nationale, amener la concorde et la cohésion sociale, créer l'amour entre les Maliens et faciliter la gestion de ce pays par les autorités de la transition. Nous implorons Dieu pour que sous cette mosquée de Djenné-là, que puisse amener la paix et la cohésion. C'est de remercier Allah le Tout-Puissant qui nous a permis vraiment de voir ces jours et de voir que les événements se sont bien déroulés sans incident. Donc on a fait quand même des bénédictions et on a prié pour le Mali. À Djenné, vraiment, la cohésion, ce n'est pas un vain mot. Et les vivre ensemble aussi. Les fidèles venus de divers horizons se sont quittés dans la ferveur avec le sentiment du devoir accompli. Rentrée scolaire. Effectuant une visite à l'école fondamentale OPAM 1 de Dioïla ce jeudi, le gouverneur de la région voulait s'imprégner de l'effectivité de la rentrée des classes. À travers cette visite, le gouverneur a appelé tous les acteurs de la chaîne éducative à une école sans grève, sans congé anticipé et sans violence. Envoyés spéciaux Adama Traoré et Abou Kone. Après les salis aux couleurs, le gouverneur de Dioïla a procédé à la visite de quelques salles de classe. Abdallah Faskoui a assisté à une leçon modèle dirigée par les maîtres du jour. La leçon portait sur les dangers de l'usage du téléphone portable sur les performances scolaires des élèves. On a constaté ces derniers temps beaucoup d'usage du téléphone à des fins de fraude.
Le téléphone n'est pas fait pour ça. Le téléphone est fait, c'est pour des recherches, c'est pour vous permettre d'aller chercher les informations que vous n'avez pas, mais des informations utiles qui ne rentrent pas dans le cadre de vos devoirs et autres. C'est pourquoi vous avez dû constater, le maître il a parlé des inconvénients du téléphone. Donc nous vous invitons à faire un bon usage. À travers des échanges avec les élèves, le gouverneur les a exhortés au travail, à la discipline, au civisme et au respect des enseignants et des parents. Je constate une effectivité dans la rentrée scolaire. La plupart des élèves sont là, tout le monde est là et cela est un bon signe annonciateur pour l'année scolaire. Ce résultat, je peux dire qu'on l'a obtenu d'abord grâce à la détermination des élèves. Il y a un engagement des parents d'élèves aussi qui se sont investis. Je n'oublie pas aussi le corps enseignant. Cette visite a été l'occasion pour le gouverneur de rappeler l'engagement du gouvernement dans la lutte contre les mauvaises pratiques en milieu scolaire. L'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Mali vient de procéder à la tenue de sa 22e Assemblée générale ordinaire. La rencontre s'attelle à examiner les rapports d'activité des organes et les comptes édités au titre de 2021 et 2022. Les précisions de Mariam Koulibaly. 22e déjà, ces assises de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Mali, APSFD Mali, se penchent sur les rapports d'activité des organes, les rapports financiers et les comptes audités de l'exercice passé. Les assises de l'Assemblée générale se tiennent ordinairement pour, bien sûr, partager avec les délégués de l'ensemble des SFD du Mali. Donc, quelles sont les activités qui sont déroulées et quelle appréciation les délégués peuvent faire réellement de l'évolution de leur association. Nous pensons qu'aujourd'hui, la microfinance au Mali, son importance dans le secteur financier n'est plus à démontrer, au regard bien sûr des chiffres enregistrés au cours en tout cas de l'exercice 2022. Créée en 1999, l'association compte aujourd'hui 35 systèmes financiers décentralisés actifs, 1 522 000 sociétaires, plus de 141 milliards de francs CFA de dépôt et environ 190 milliards de francs CFA d'encours de crédit, avec un taux de pénétration de 17%. Face à l'exclusion des populations vulnérables du système financier classique, les services de microfinance ont joué et continuent de jouer un rôle prépondérant dans l'autonomisation économique et le bien-être des populations vulnérables, composées majoritairement de femmes, de jeunes, de ruraux, ainsi que des micro et petites et moyennes entreprises. À la tête de la Fédération des associations professionnelles des systèmes financiers décentralisés de l'IEMOA pour la période 2023-2025, la PSFD Mali sollicite l'accompagnement des autorités maliennes pour la réussite de sa nouvelle mission. Les entreprises de la MINUSMA ne sont pas un enjeu pour le MSA, le mouvement pour le salut de l'Azawad, qui, vous le savez, comme d'autres groupes armés signataires de l'accord, s'est désolidarisé, j'y arrive, du cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement, désormais en état de belligérance contre les FAMA. Pour le secrétaire général du MSA, Moussa Aga Asharatouman, le véritable enjeu, c'est la protection des populations contre les forces du mal, en l'occurrence les groupes armés terroristes. Invité de la semaine, le chef du MSA, par ailleurs membre de la commission défense et sécurité du CNT, estime d'ailleurs qu'il n'y a pas d'alternative à l'accord. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien. La question des emprises de la MINUSMA, c'est la goutte qui a fait déborder un peu les vases. Mais là aussi, une fois de plus, les mouvements n'ont pas les mêmes réalités. Par exemple, quand vous prenez les emprises de la MINUSMA à Ménaka, la rétrocession s'est passée sans aucun problème parce que tout simplement, nous sommes dans un état d'esprit qui fait que pour nous, les emprises de la MINUSMA ne sont pas vraiment un enjeu. L'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de protéger nos communautés et nos parents contre les monstres de l'État islamique qui est en train de massacrer par milliers nos populations. Voilà des questions beaucoup plus utiles, beaucoup plus urgentes, beaucoup plus sur lesquelles on doit se mobiliser que les emprises de la MINUSMA. Malheureusement, il y a d'autres frères
qui pensent que chez eux, ils ont un certain nombre de choses qui font qu'ils ne peuvent pas accepter que ces emprises-là reviennent aux forces de défense et de sécurité. Sauf que malheureusement, la résolution du Conseil de sécurité a été très claire là-dessus. Les emprises doivent être rétrocédées à l'État malien. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que nous ne comprenons pas, une bonne partie des acteurs, notamment associés au mouvement, ils n'ont pas compris qu'on puisse arriver à reprendre les hostilités à cause de quelque chose sur lequel on pouvait tout simplement trouver un consensus et s'entendre. Alors, mais que signifie pour vous donc cette reprise des hostilités pour l'accord pour la paix et la réconciliation nationale? Certains disent que l'accord il est caduc à cause de tout cela. Vous aurez tous remarqué que ni les mouvements qui sont engagés dans ce conflit-là, ni les forces de défense et de sécurité, donc l'État malien, personne n'a déclaré la fin de l'accord d'Alger. Personne n'a remis l'accord d'Alger en cause. Vous savez, un accord qui trébuche, ou un accord qui souffre de lenteur dans le cadre de sa mise en œuvre, dans le cadre de sa mise en œuvre vaut mieux que la guerre. L'invité de la semaine à suivre après le PMU Mali. Je vous le disais, la formule nous est familière, mais peu d'entre nous respectent l'esprit de ce acte pourtant hautement solennel et civique. Le deuil national, souvent décrété à la suite d'une tragédie ou d'une grande perte à portée nationale, est respecté à géométrie variable, surtout par les faiseurs d'opinion ou d'événements que sont les médias, au point d'inquiéter le politique qui a sonné le tocsin pour une meilleure explication et une meilleure compréhension citoyenne. Le sujet dans le viseur de la chronique Un jour, une formule avec Souri Ibrahima Keïta. Territoire national, vous avez dit. Eh bien, de façon à peine par CB ou avec quelques inconditionnels en tout cas, selon les constats les plus optimistes. Beaucoup d'invités donc, quelques tendus. Cependant, pas n'importe quel tendu, il est vrai et fort heureusement, car l'ORTM qui couvre environ 80% démographiques et territoriaux du pays l'observe strictement. Qu'en est-il des autres obligés ou supposés tels? Le deuil national, période que la nation décrète pour la reconnaissance de tous les services rendus, le plus grand symbole de la nation, c'est le drapeau national. Et en cette circonstance, les couleurs nationales sont mises en berne. Même les médias, c'est-à-dire audiovisuels, observent les manifestations d'envergure prévues pendant la période sont annulées. Nous sommes un pays des radios de proximité et cette diversité fait que les initiatives deviennent individuelles. Contrairement à ce que peuvent penser certains, un média, bien qu'il soit privé, est investi d'une mission éminemment publique, j'allais dire de service public. À ce titre, pendant les périodes de deuil national, nous faisons appel à notre mission, à notre devoir de se positionner comme étant le creuset de l'unité nationale. C'est pourquoi, bien que notre statut soit privé, nous nous imposons l'observation ou même l'observance de ce deuil national qui est décrété par les plus hautes autorités du pays. En ce qui concerne l'arrêt des émissions récréatives ou des émissions musicales, on constate que majoritairement, beaucoup de radios ou beaucoup de télévisions n'observent pas cet aspect. C'est vrai aussi que la symbolique échappe à beaucoup. Ceci nous amène encore au civisme, si vous voulez, à la connaissance des symboles qui caractérisent la nation. Vous savez, souvent, même quand l'hymne national est chanté, il y en a qui vaguent à leurs occupations, alors que c'est un moment intense que tout le monde doit observer. Comme aujourd'hui, nous sommes dans une société tellement liberticide, il y en a qui n'ont cure les symboles de la nation.
qu'à cela ne tienne. C'est une question de responsabilité. En imposant ce deuil national, ça peut créer une situation, en tout cas, de résistance. Pour nous, le deuil national, c'est un moment de grande responsabilité. Qui parle de responsabilité parle de la particularité. C'est à chaque média de se souvenir souvent pendant ces grands moments d'émotion et d'amertume, de se rappeler de ses missions de service public surtout. Malheureusement, on n'a pas expliqué aux citoyens quelle est la signification de ces symboles pour qu'ils les comprennent et qu'ils l'intègrent. Parce qu'il n'y a pas de sacrifice ultime que celui de la vie. L'appel que nous avons à leur lancer, quand une telle décision est prise sur l'ensemble du territoire national, les médias doivent se conformer à ces moments de douleur qu'une nation a. C'est respecté, mais je pense qu'il faut que la manière de respecter soit uniforme. Les structures de la régulation des médias ont-elles jamais fouiné dans la grande poubelle de de la non-application d'une loi qui, quoi qu'on dise aujourd'hui, roule non pas à 2, mais à plusieurs vitesses dans la même République? Qui a dit qu'il faut qu'un pouvoir arrête un pouvoir?